Alors dans cette vidéo, je vous propose de travailler sur le choix de la combinaison productive à partir de la notion de facteur de production. Alors l'objectif sera double. D'une part, il s'agira de savoir expliquer ce qu'est un facteur de production et d'autre part de savoir expliquer, à partir d'un modèle économique, comment un producteur choisit la combinaison de facteurs qu'il va utiliser pour atteindre un volume de production donné. Les mots-clés, on reviendra sur la notion de modèle, on développera donc celle de facteur de production et de combinaison de facteurs. Alors, on va se poser une question simple. Concrètement, un producteur, de quoi est-ce qu'il a besoin pour produire? Et plus précisément, dans le cadre, par exemple, d'une production automobile, quels sont les éléments dont une entreprise a besoin pour produire? Alors, elle a besoin d'une part sans doute d'ingénieurs, de carrossiers, de mécaniciens, etc. Bref, de personnes qui vont travailler. Ce sera donc les travailleurs de notre entreprise. Mais pour produire nos voitures, on a également besoin de machines, des robots, des terrains, des locaux. Bref, on a besoin de ce que les économistes appellent du capital fixe. Et on a besoin également de matières premières, d'accessoires divers et variés, autant d'éléments qui sont regroupés sous le terme que vous connaissez de consommation intermédiaire. Alors les économistes ont l'habitude de rassembler l'ensemble des travailleurs sous la dénomination de facteur travail, qui pourrait être mesuré soit en nombre de travailleurs, soit en quantité d'heures travaillées. Le capital fixe renvoie, pour les économistes, au facteur capital. Et enfin, les consommations intermédiaires désignent tous les biens et services de production non durables. Donc ce qui va nous intéresser, ce sont principalement ces notions de facteur travail et de facteur capital. Pour les économistes, les facteurs de production désignent l'ensemble des moyens de production durables utilisés par l'entreprise. J'ai souligné ici le mot durable parce que quand on parle de facteurs de production, on parle de tous les éléments nécessaires pour produire, humains à travers le travail ou non humains à travers le capital fixe, mais on exclut les consommations intermédiaires qui par définition sont utilisées pendant un an. Alors par convention, le facteur travail pour les économistes est noté L, de l'anglais labor, et le facteur capital est noté K. Ce qui permet de noter, ou de représenter en tout cas la production, sous forme de fonction de production. Pour les économistes, les quantités produites Q dépendent, sont fonction des quantités de facteurs utilisés, donc K et L. Concrètement, ça veut dire quoi? Graphiquement, on voit que pour les économistes, plus une entreprise utilise une quantité importante de capital et de travail, plus son volume de production va augmenter. Alors, on parlera plus particulièrement de combinaison productive, c'est-à-dire d'une association entre capital et travail, pour bien montrer que les entreprises n'utilisent jamais soit que du travail, soit que du capital, mais qu'elles utilisent en réalité les deux en même temps. D'où notre question, comment choisir entre différentes combinaisons productives pour atteindre un volume de production donné? Voilà. On part du principe que notre entreprise se donne un objectif de production. La question pour elle est celle de savoir comment choisir la quantité de facteurs de production qu'elle va utiliser pour atteindre cet objectif. Pour répondre à cette question, on va, comme souvent en économie, modéliser. On ne va rien inventer, on va s'inspirer de modèles qui ont été imaginés par un économiste célèbre au début du XXe siècle. Alors notre premier modèle se propose de mettre en relation la quantité donc, de capital fixe utilisée, exprimée en nombre de machines, avec la quantité de facteurs travail utilisés, exprimée en nombre de travailleurs. Et on va représenter ce qu'on appelle un isocante, c'est-à-dire l'ensemble des combinaisons de facteurs qui vont permettre d'atteindre la quantité de production Q1. Par exemple, le point A désigne la combinaison de facteurs permettant d'atteindre la quantité Q1 à l'aide de 11 travailleurs et de 1 machine. Le point B désigne la combinaison de facteurs qui permettra d'atteindre la quantité Q1 à l'aide de 1 machine mais de 2 travailleurs. Et enfin le point C est la combinaison productive qui permettra d'atteindre la quantité Q1 à l'aide de
2 travailleurs, mais de 6 machines. Donc on voit intuitivement que la meilleure combinaison est la combinaison B. En réalité, la combinaison B est la plus rentable pour atteindre l'objectif de production Q1. On voit effectivement que si notre entreprise choisit la combinaison A, eh bien elle va gaspiller 11-2, 9 travailleurs. C'est-à-dire qu'on aura 9 travailleurs qui seront finalement embauchés et qui ne vont pas travailler. Même chose, si notre entreprise choisit la combinaison C, on voit qu'elle ne produira pas plus, elle produira toujours Q1, mais il y aura 6-1 égale 5 machines qui auront été achetées pour rien. On peut reproduire le raisonnement pour des niveaux de production plus élevés, Q2 et Q3, donc supérieurs à Q1, et constater que entre la combinaison ici D, E et F, chacune permet d'atteindre Q2, mais pour les mêmes raisons que tout à l'heure, c'est bien la combinaison E qui est la plus rentable pour atteindre cette fois-ci l'objectif de production Q2. Même chose, si on représente 3 combinaisons de facteurs G, H et I permettant d'atteindre l'objectif de production Q3, on voit là encore que c'est la combinaison H cette fois-ci qui sera la plus rentable pour atteindre cet objectif. Donc essayons d'aller plus loin pour constater que lorsqu'on passe du niveau de production Q1 au niveau de production Q2, eh bien la quantité de capital, le nombre de machines utilisées est multiplié par 2. Dans le même temps, le nombre de travailleurs est multiplié par 2. Et si on veut passer du volume de production Q2 au volume de production Q3, eh bien le nombre de machines est cette fois-ci multiplié par 2,5 et le nombre de travailleurs est également multiplié par 2,5. Donc on peut remarquer ici que lorsqu'on change d'objectif de production, le rapport K sur L, ce qu'on appelle l'intensité capitalistique, est constant. Ça veut dire que si notre producteur veut augmenter sa production, eh bien, il doit multiplier le nombre de travailleurs par un coefficient et il devra multiplier le nombre de machines par le même coefficient. On est dans le cadre ici d'un modèle de combinaison à facteurs strictement complémentaires. Une seule combinaison est possible pour un volume de production donné et lorsqu'on veut augmenter le volume de production, eh bien, il faut multiplier par un même coefficient à la fois le facteur travail et le facteur capital. Deuxième modèle, assez différent du précédent, on a toujours en relation le facteur travail et le facteur capital, mais avec des isoquantes ici assez différents. Donc on voit dans ce cadre-là que pour un niveau de production Q donné, il est impossible a priori de choisir entre plusieurs combinaisons possibles. Effectivement, il nous manque une information ici qui est celle du coût des facteurs. Par exemple, pour atteindre le niveau de production Q1, impossible de savoir ici s'il vaut mieux utiliser la combinaison B, A ou C. Ou pour atteindre le niveau de production Q2, impossible de savoir s'il vaut mieux utiliser la combinaison E, D ou F. Il nous manque une information qui est celle du coût des facteurs. En réalité ici, pour atteindre un niveau de production Q1, eh bien le choix va dépendre du coût des facteurs de production. Le coût d'un travailleur, un salaire, le coût d'une machine, un investissement. Donc on voit que pour un volume de production donné, le choix de la combinaison productive dépend du coût des facteurs de production. On est ici dans le cadre d'un modèle de combinaison à facteurs strictement substituables. Ça veut dire qu'il existe plusieurs combinaisons de facteurs possibles pour atteindre un niveau de production donné. Ce qui revient à dire que le rapport K sur L est variable. On peut par exemple passer du niveau de production Q1 à Q2 en multipliant par 2 le nombre de travailleurs, mais en multipliant peut-être par 4, 5 ou 6 le nombre de machines. Alors entre ces deux modèles, le modèle 1 à facteur complémentaire, le modèle 2 à facteur substituable, lequel s'approche le plus de la réalité économique? Alors pour répondre à cette question, on va, de manière un petit peu peut-être simpliste, reprendre les données fournies par l'INSEE et regarder concrètement dans l'économie française, donc on est ici en 2015, eh bien, à combien se monte le facteur capital, le facteur travail et l'intensité capitalistique. Donc notre facteur capital fixe, on peut l'évaluer en milliards d'euros à 10 934 milliards d'euros. Notre facteur travail, mesuré ici en emploi, en gros, représente 27 500 000 individus. Et si je fais le rapport entre les deux, donc si je calcule mon rapport K sur L, mon intensité capitalistique, je vois donc que pour un travailleur embauché, eh bien, il y a 397 000 euros de capital mis à disposition de ce travailleur. Alors on ne peut pas savoir à partir de là lequel de modèles est le plus approprié. Pour le savoir, il faut qu'on regarde concrètement comment évolue l'intensité capitalistique dans le temps. Donc on voit ici, à partir toujours des données de l'INSEE,
qu'entre entre 1978 et 2015, l'intensité capitalistique a augmenté. Elle a même assez fortement augmenté puisqu'elle a été multipliée par 6 en 37 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur longue période, donc ici 37 ans, eh bien, on assiste à une substituabilité forte. Ça veut dire que plus le temps passe et plus les entreprises ont tendance à utiliser relativement plus de capital que de travail. Essayons d'affiner notre analyse en regardant ce qui se passe sur courte période. Par exemple ici, on voit qu'entre 2010 et 2011, notre intensité capitalistique a augmenté de 3,37%, mais qu'elle a un petit peu diminué de 0,04% entre 2014 et 2015. Qu'est-ce qu'on peut en déduire? On voit que sur courte période, c'est-à-dire sur un intervalle de temps de l'ordre d'une année, eh bien, la substituabilité des facteurs est plutôt faible. C'est-à-dire qu'une entreprise, en moyenne, lorsqu'elle augmente sa production d'une année sur l'autre, eh bien, elle ne change pas radicalement sa façon de produire. En une année, eh bien, le facteur capital n'a pas changé, ne s'est pas amélioré suffisamment pour justifier qu'on utilise relativement plus de capital que de travail. Donc ça veut dire qu'en réalité, notre modèle 1 est plus pertinent à court terme. À court terme, il existe plutôt des relations de complémentarité entre nos facteurs de production, alors qu'à long terme, on a plutôt des relations de substituabilité, ce qui veut dire donc que le modèle 2 est plus approprié sur longue période. Comment expliquer ça? L'explication, elle est, je crois, assez simple, elle réside dans le progrès technique. En réalité, le progrès technique met du temps à se diffuser dans l'économie. Alors, une illustration pour expliquer ce qu'on vient de dire, à travers un exemple classique, celui d'une entreprise de taxi. Imaginons une entreprise de taxi à deux dates, 2015 et 2016, donc sur courte période, qui utilise des chauffeurs et des voitures. On suppose qu'en 2015, elle utilise 3 chauffeurs. Logiquement, nos chauffeurs, pour bien les faire travailler, donc on leur adjoint une voiture chacun. 3 voitures, 3 chauffeurs, ça veut dire que notre intensité capitalistique, 3 sur 3, est égale à 1. On imagine qu'en 2016, notre entreprise de taxi embauche un chauffeur supplémentaire. Fort logiquement, elle devra également acheter une voiture de plus. Notre rapport K sur L est toujours égal à 1, il est donc constant. On a mis en évidence ici une relation de complémentarité. Inutile d'embaucher un chauffeur de taxi supplémentaire si on n'est pas en mesure d'acheter également une voiture supplémentaire. Raisonnons maintenant sur longue période, entre 2016 et 2100. Donc pour l'année 2016, on a toujours nos 4 chauffeurs, auxquels on imagine qu'on a mis à disposition nos 4 voitures, mais on fait l'hypothèse que le directeur de l'entreprise décide de se séparer, de licencier 3 chauffeurs sur 4. Donc ça veut dire qu'en 2100, il ne reste plus qu'un seul chauffeur potentiel. Alors vous allez me dire, ce chauffeur, qu'est-ce qu'il va faire maintenant qu'il n'y a plus de voiture? Eh bien on imagine qu'avec le progrès technique, désormais, notre entreprise va utiliser cette fois-ci 5 voitures sans chauffeur. La fameuse voiture Google sont des voitures qui peuvent se conduire toutes seules, pas besoin de chauffeur. On imagine que donc ici notre rapport K sur L augmente considérablement, il est multiplié par 5, on a un seul travailleur pour 5 machines. On a bien mis en évidence ici un rapport de substituabilité, la quantité de capital a augmenté, tandis que dans le même temps, la quantité de travail ici a diminué. Alors pour que ça fonctionne, ça suppose quand même que notre chauffeur ici bénéficier d'une formation lui permettant finalement de suivre à distance les 5 véhicules, de vérifier que tout va bien et d'assurer la maintenance des véhicules. Donc au final, quel modèle utiliser pour représenter cette réalité? Donc ni le modèle 1 ni le modèle 2 ne sont pertinents en soi, donc en réalité le modèle idéal, si je puis dire, c'est un modèle qui croiserait ces deux modèles. Donc on aura quelque chose qui ressemblera à ça. Chaque ensemble de combinaisons de facteurs est convexe. Je vous renvoie à votre cours de maths sur cette question, on pourra la discuter en classe. Et chaque ensemble de combinaisons a une forme de courbe.